Hello World! Vous avez déjà fait de la géopolitique avec de la K-pop? Et si on essayait ça? Aujourd'hui, je vous amène au pays du matin calme. On va parler géographie politique, puissance, économie et musique. Bienvenue sur Terra Musica, expérience 7. Eh, ça fait déjà la 7ème. Ah ouais, on est chaud quand même, wallah. Situé en Asie de l'Est, la Corée du Sud est un pays qui est entouré de nombreuses puissances. On pense à la Chine, on pense au Japon, à la Corée du Nord et bien évidemment à la Russie. Alors ce territoire est peuplé de 51,6 millions d'habitants qui se répartissent surtout sur une ligne allant de Busan à Séoul, qui est traversée notamment par ce TGV coréen qu'on appelle le KTX. Alors ce pays est la 4e puissance économique d'Asie, derrière la Chine, l'Inde et le Japon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 60, le PIB par habitant, donc la richesse par habitant, n'était que de 92 $ par an. Oh, shit. En sachant qu'aujourd'hui, on est à 39 387 $ par an, soit une augmentation de ouf. Donc beaucoup parlent de miracle coréen. Petit rappel historique, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Corée du Nord et la Corée du Sud ne formaient qu'un tout, mais dans des délires de guerre froide, il y a une partie qui est dédiée à l'URSS et une autre partie qui est dédiée aux États-Unis, c'est la Corée du Sud. Mais pendant les années 60, cette Corée du Sud va essayer de s'affranchir à peu près de toute tutelle et développer son propre modèle économique. Sous la dictature de Park Chung-hee, l'économie étant bien encadrée par l'État, avec un partenariat avec ce qu'on appelle les chaebols, les conglomérats donc que sont Samsung, Daewoo ou LG, que l'économie du pays a plus développé, notamment autour des nouvelles technologies et de l'industrie lourde. Au détour des années 90, le pays a atteint une place, un poids suffisamment important pour pouvoir agir plus ou moins d'égal à égal avec les autres puissances. Et du coup, en géographie politique, quand on s'intéresse aux pays, on va s'intéresser à ce qu'on appelle leur puissance. La puissance, pour faire simple, c'est leur capacité à influencer d'autres pays. Pendant les années 90, un géopolitologue américain du nom de Joseph Nye décide de développer l'idée de hard et de soft power pour parler de cette puissance. Alors le hard power, pour faire simple, c'est cette capacité à influencer directement un autre pays à travers l'économie, la diplomatie et le militaire. En gros, pour faire simple, c'est vas-y, si tu fais le malin avec moi, je t'envoie une bombe, je te mets des sanctions économiques, ou bien lors du prochain sommet, je voterai non à tout ce que tu dis. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle le soft power ou puissance douce. C'est cette capacité à influencer, mais pas directement, plutôt indirectement en utilisant la culture. Pour faire simple, c'est cette capacité à ce qu'un pays puisse séduire un autre pays, séduire la population à travers la culture, le cinéma, la musique, etc. Et là, vous voyez là où je veux en venir. C'est dans ce contexte, durant les années 90, qu'on a un boys band qui se développe et qui, comme de nombreux boys bands, est un peu à la fusion entre plein de styles, entre rock, électro et hip-hop. Et il devient vraiment populaire en Corée. Il est ensuite suivi par plein d'autres groupes de boys band, mais aussi de girls band, qui deviennent très populaires auprès de la population parce que les chorégraphies sont millimétrées, parce qu'ils amènent aussi avec eux tout un univers esthétique à la fusion entre la culture américaine globale et la culture locale coréenne. Musical, c'est diffusé comme une tache d'huile, comme je l'avais expliqué par rapport à l'électro. Ça a commencé par les pays limitrophes, le Japon, la Chine et par la suite les pays d'Asie du Sud, le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie. Mais le truc de ouf, c'est que progressivement, on a même des pays d'Amérique latine, le Chili, le Brésil, l'Argentine, l'Égypte qui il y a 2 ans a organisé un festival de K-pop à Port Saïd et d'ailleurs même en France, le premier pays européen à écouter de la K-pop. Donc face à tout ça, au détour des années 2000, le gouvernement coréen a décidé de miser à fond sur ce soft power, sur cette capacité à influencer par la culture. Dans son livre blanc de la diplomatie est écrit littéralement que le gouvernement souhaite accroître le rôle et le prestige de la Corée auprès de la communauté internationale.
En gros, son objectif est de devenir une superpuissance culturelle, une superpuissance en termes de soft power. En gros, pouvoir faire en sorte que quand tu penses à la Corée du Sud, tu dis « Eh, la Corée? Ah, c'est vraiment stylé !» Et donc c'est dans ce cadre-là que le ministère des Sciences, de la Technologie, de l'Information, de la Communication et du Futur a décidé de miser, de mettre de l'argent dans les industries de la K-pop. Genre les gars ont un ministère du turfu. Tout va bien, tu vois, genre truc de ouf. D'une certaine manière, le gouvernement peut utiliser la K-pop dans ses relations internationales. La Corée du Sud décide de mettre en place un bouclier anti-aérien contre la Corée du Nord, ce qui déplaît fortement à la Chine, qui était normalement l'un des défenseurs de la Corée du Nord. La Chine avait décidé de geler ses relations, interdire les K-dramas, interdire les artistes de K-pop, etc. Sauf que la population est tellement fan de K-pop, ou de cette vague coréenne, hein, cette Hallyu, comme le définissent les Chinois, qu'il a été impossible finalement. Donc d'une certaine manière, même si diplomatiquement il y a une tension, culturellement la Corée du Sud arrive à pénétrer la Chine. Potentiellement on a un marché avec 1,3 milliard de personnes. Je dis ça, je dis rien. Et donc c'est en surfant sur cette vague culturelle, avec les K-dramas, avec la K-pop, avec la nourriture coréenne et même la langue, hein, l'ouverture de plein d'instituts coréens d'ailleurs partout dans le monde, la Corée du Sud veut se montrer de plus en plus comme une puissance, hein, une superpuissance culturelle, notamment en intervenant dans beaucoup de pays, en proposant son aide, notamment à la Somalie, en Haïti, en proposant son aide au Soudan, en Irak, pour se montrer finalement comme un nouveau modèle diplomatique et culturel. Alors ils savent qu'ils peuvent pas faire le poids face à la Chine, aux États-Unis, mais ils se présentent un peu comme un autre modèle, une autre voie, et la K-pop le montre bien. Pour le maestro, maestro. Pour le maestro, maestro. Oh. 속도 빠지보다 내려 처음 있는 게 워더나. 떠는 거는 못해 그냥 외쳐버려 돈 쌌다. Alors la K-pop nous permet cependant de voir que cette puissance culturelle a des limites, elle connaît quelques faiblesses. On le voit notamment en 2017, hein, un grand artiste de K-pop, Kim Jong-un, s'est suicidé et il a expliqué dans sa lettre que c'est cet univers, c'est la pression qui est derrière, c'est toutes ces difficultés qui sont derrière qui l'ont poussé à se donner la mort. Et c'est vrai que derrière ça, il y a la culture de l'excellence qui met la pression aux Coréens depuis le plus jeune âge, hein, où il y a une vraie concurrence entre les élèves pour accéder aux plus grandes écoles, et c'est ce qui provoque d'ailleurs de nombreux suicides, de nombreuses névroses, de nombreux problèmes psychologiques. Du coup, c'est bien d'être un peu feignant en France, tu vois ou pas? L'urbanisation assez rapide et le fait que culturellement ça se matche pas trop, hein. On avait une culture du collectif, sauf que les gens ont commencé à vivre tout seuls dans des grandes villes et on le voit notamment dans le taux de natalité, hein. La fécondité est à 0,98 enfants par femme. Alors, truc de ouf, genre en termes de vieillissement, les gars font plus d'enfants, donc ils vont s'éteindre bientôt. Même si le gouvernement essaie de les inciter, de leur donner de l'argent, etc. Mais on est quand même dans l'un des pays où, même si c'est illégal, on arrive quand même à renvoyer une femme parce qu'elle est enceinte. Pour terminer sur une note un peu plus positive, j'aimerais vous faire écouter un petit extrait d'un son d'un artiste qui s'appelle Cold. Moi ce que je kiffe c'est qu'il reprend bien un peu ces codes de K-pop au niveau de l'esthétique, au niveau du flow, au niveau même du swag. Alors par rapport à son flow, on est dans quelque chose de relativement chill, moi c'est vraiment ce que j'aime. Donc je vous laisse kiffer sur ça. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre des commentaires, à partager, à vous abonner bien évidemment. Et suivez-moi toujours sur Instagram pour les top 3 musicales chaque semaine. Fin de l'expérience 7, j'espère que vous avez kiffé et à la prochaine. 나는 아마 너를 벗어날 수 없어 왜 이런 내가 바보 같다고 다 말을 해 너가 내게 하는 말은 법이 돼 모두 지켜내야만 난 너의 맘에 살 수가 있게 너로 인해 떠오른 멜로디 너만이 내게 줄 수 있어 오직 널 만나기 전까지 난 사랑을 믿지 않았지 너로 인해 피어난 것이
내 마음에 시들 수가 없지. 나는 이제 아무것도 못하겠어 너가 없으면. Hey, 다 너 맘대로 해. 나를 가지고서 날 더 이상은 배려하지 말고 그렇게